Ravi de vous retrouver sur Radio Mayuri Campus avec Angélique Kaba, qui est directrice artistique et chorégraphe, qui est en direct avec nous depuis les États-Unis. Bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? Très bien. Vous êtes dans quelle ville aux Je États-Unis? suis, euh, je suis basée à Brooklyn, Mhm. à Euh, New York. Depuis quand avez-vous immigré aux États-Unis? Ça fait 6 ans officiellement que je vis aux États-Unis, ouais. Mhm. Ouais, 6 ans. Mhm. Mhm. Et avant cela, vous avez voyagé un peu partout. Vous êtes à la base française, mais qui avait vécu en Belgique. Non, en fait, je suis née en Belgique. Je suis de nationalité française parce que ma mère est de la Martinique, D'accord. du Lamentin pour préciser. Et elle s'est installée donc au Luxembourg. Et puis après, elle a atterri en Belgique où je suis née. D'une union entre une Martiniquaise femme créole à fort caractère et Ouais. d'un papa congolais. Donc j'ai D'accord. vu le jour en Belgique et j'ai la nationalité française. Donc j'ai grandi en Belgique, j'étais à l'école en Belgique, j'ai fait beaucoup de choses en Belgique. Puis par la suite, j'ai beaucoup voyagé de par effectivement mon travail et mes expériences. Quels sont ces pays dans lesquels vous avez travaillé et que vous avez visité? Il y en a pas mal, hein, sans être sans prétention aucune. Ben, là, je suis aux États-Unis, j'ai fait beaucoup d'États. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait le Congo, je travaillais pour un projet humanitaire là-bas, j'ai fait Cuba, j'ai fait la Martinique, la Guadeloupe, j'ai fait la Pologne, l'Espagne, le UK, l'Allemagne. Ouais, pas mal, ça en fait quelques-uns, hein, où j'ai Ouais. développé des projets, rencontré des personnes magnifiques. En fait, à travers mon travail, ce que j'aime beaucoup, c'est la rencontre humaine, en fait. Je me Mm. souviens, je bossais sur une comédie musicale à Fort-de-France. Ma grand-mère, qui est décédée il y a quelques années maintenant, m'avait jamais vue sur scène. Et en fait, la seule et dernière fois, elle m'a vue au Grand Carbet performer dans une comédie musicale. Et c'était sa fierté de voir sa petite fille sur scène, quoi. Pour elle, elle s'imaginait pas c'est quoi ce monde d'artistes, de paillettes, tout ça. Et Ouais. d'avoir ma grand-mère dans la salle avec sa canne, venir me voir et tout, pour moi, c'était quelque chose d'assez touchant. Ouais, la rencontre humaine, le côté rassembleur, c'est ce que j'aime à travers mon métier. Alors le fait d'avoir autant voyagé, est-ce que quelque part on s'y perd pas culturellement au niveau de la culture comment vous pourriez vous définir aujourd'hui? Hmm. Je dirais une citoyenne du monde, une fan de culture Ouais, mais laquelle? afro-caribéenne en D'accord. général. Mhm. Afro-caribéenne en général, j'y venais. Et puis depuis que je suis aux États-Unis, je m'intéresse beaucoup à la culture et l'expérience noire des Africains, African American, parce qu'il y a beaucoup de similarités finalement dans cette espèce de métissage complexe, j'ai envie de dire. Et de nouveau, c'est aller à la recherche de l'expérience, le questionnement, ce genre On n'a jamais certaines réponses à des questions qu'on n'ose même pas se poser, des questions qui mettent un peu les gens mal à l'aise. Exemple, moi, quand je donne cours, je demande à mes élèves, c'est quoi la différence entre l'esclavage et la colonisation? Et ce genre de conversation qui, à travers mes voyages, m'a permis d'avoir ce recul, en fait. Quand je me retrouve au Congo, à Kinshasa, pour une comédie musicale, et que je rentre dans l'espace qui est censé représenter Bruxelles, la francophonie, et je vois l'État, par exemple, les conditions dans lesquelles les gens travaillent, et je parle toujours des conditions artistiques, bien entendu. Mhm. Par la même occasion, je m'en vais faire des dons de médicaments dans un petit centre d'orphelins. Le lendemain, je suis sur les plateaux d'une émission de télé-réalité à Los Angeles. Ensuite, je pars à Cuba, où je suis l'après-midi sur une grosse production de clips et le soir en train de manger avec des citoyens de là-bas. Je pense que être capable de lire entre les lignes sans parfois parler, pour moi, c'est enrichissant. Ça fait de moi, je pense, qui je suis en tant que femme et en tant qu'artiste. Cette espèce de sensibilité et j'ai envie de dire, c'est comme si j'avais un don d'observer en fait. Mhm. Et pour en revenir à la question initiale qui était si on ne se perd pas,
Au contraire, moi, ça m'inspire. Mhm. Je peux très bien aller donner cours dans les prisons pour jeunes, comme j'ai fait ici, qu'on appelle juvenile. J'ai été donner cours dans les prisons, c'est assez impressionnant. Et puis le lendemain, je suis sur les plateaux du MTV Music Award avec Rihanna. 2 mois après, je suis au Madison Square Garden pour le release album de Kanye West. Et puis la semaine d'après, je me retrouve en plein milieu d'Harlem, à New York, en train de donner cours aux femmes de quartier entre survivantes de cancer et personnes qui ont subi des grosses opérations, la maman du coin, et tu fais danser tous ces gens-là. Moi, je trouve ça personnellement enrichissant. Je ne me suis pas perdue, non, je me suis retrouvée. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer aujourd'hui? C'est le fait d'aider les gens, de leur donner un peu de sourire, un peu de joie, un peu de gaieté? Ouais, il y a ces sourires, ces émotions qui sont partagées à travers le mouvement. Moi, je suis quelqu'un qui a eu quand même une enfance assez dure. Donc, parfois, parler, pour moi, c'était difficile. Mettre des mots sur des douleurs, c'est plus facile de bouger pour moi. C'est plus facile d'exprimer mon amour, ma passion, ma colère à travers le mouvement. Et c'est quelque chose que j'arrive à faire avec aisance. Et de nouveau, parce que j'observe beaucoup mon environnement, j'arrive à lire les gens sans parfois parler. Du coup, le côté rassembleur, la soif d'apprendre, j'adore apprendre. Un petit enfant de 5 6 ans, j'apprends énormément à travers eux, en fait. Tu prends un enfant, par exemple, des Antilles, tu prends, je sais pas, la Guyane, la Martinique, c'est tous des endroits où j'ai été, ou bien tu vas au Congo, tu prends un petit enfant de Cuba, un petit enfant ici de Brooklyn, ils ont des yeux complètement différents, leur façon de voir le monde est différente. Mm, Donc moi, c'est vraiment ce que j'aime à travers l'art, ouais, c'est ça. mm. Mhm. Alors, parfois, on entend les Africains dire qu'ils ont l'impression d'être rejetés par les Noirs américains. Quand on est antillais, guyanais, martiniquais, guadeloupéen et qu'on arrive aux États-Unis, comment se passe cette cohabitation avec les Noirs américains? Elle est très intéressante, elle est très passionnante. Premièrement, moi, je suis née en Europe, je suis née en Belgique, je suis née dans un pays qui a colonisé le pays de mon père, le Congo. J'ai la nationalité française de par ma mère, qui est antillaise aujourd'hui, certains départements d'outre-mer. Nous sommes donc français. Donc pour moi, c'est une forme de colonisation moderne. Euh, donc quelque part, j'arrive ici déjà avec un bagage, un métissage déjà assez fort, lourd de sens, hein. Un pied dans l'esclavage et l'autre dans la colonisation. C'est le mariage entre ces deux éléments, dirons-nous. Donc j'arrive ici. Déjà, la première barrière, c'est la langue. Mhm, On sent une scission entre les nations, euh, et l'héritage entre la colonisation faite par les Français et la colonisation faite par les Anglais. Ça, mhm, c'est quelque chose qui est radical. Donc déjà, par rapport à ça, il faut se positionner. mhm. Bon, moi, je viens d'un tout petit pays, la Belgique, dont personne en général connaît ici, à part le chocolat et les gaufres, Ouais. où on parle en fait, en Belgique, on parle 4 langues. On parle le français, surtout quand on est à Bruxelles, on parle le néerlandais. Quand on est à Bruxelles, on n'a pas le choix. On parle l'anglais et on a une région aussi allemande. Moi, j'en parle déjà 3. Je ne parle pas l'allemand. Donc, j'arrive ici avec ça. Ensuite, ma maman s'est remariée après mon père avec un Dominicain. Donc, je parle espagnol couramment. Et oui. Et mon beau-père actuel, il est du Sénégal. Donc, j'arrive ici avec tout ce bagage, Faut qu'elle arrête, tout votre ce maman. métissage. J'observe et je vois des choses similaires, quoi. Des mots, des questionnements, des questions qu'on se pose. On se regarde, on se ressemble, mais en même temps, on est différents. Mhm, Quelle est l'histoire des Américains? Quel est cet héritage? Quand ces gens se sont reconstruits complètement de rien, de zéro. Et là, tu comprends en fait l'importance de la culture hip-hop. Parce que nous, en Europe, la culture hip-hop, on se l'est appropriée pour d'autres choses. Ici, la culture hip-hop, elle a été créée pour d'autres choses, pour d'autres valeurs, pour d'autres expériences socio-économiques. Du coup, tu te prends une claque. mhm, Parce que les Américains disent, ouais, mais vous, les Africains,
entre guillemets, c'est vous, vous venez faire le sale boulot, etc., etc. C'est quoi le regard d'un Africain qui vient chercher un futur meilleur? Et en fait, quand ils se regardent, ils se ressemblent. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé avec George Floyd dernièrement, si la police shoot, ils ne te demandent pas si tu es du Panama, si tu es du Congo, si tu es de la Martinique ou si tu es African American. La seule chose qu'ils voient, c'est la couleur. Donc ça a été vraiment une bonne leçon d'humilité et d'histoire de vivre ici. Ensuite, je dirais, le fait d'être antillaise, ça m'a permis d'appartenir à différentes communautés. Parce qu'ici, tout fonctionne en communauté. Et comme je vous le disais, je peux m'associer à la communauté africaine parce que je suis afro-caribéenne. Je peux m'associer à la communauté des Antillais parce que je suis antillaise. Je peux m'associer à la communauté des Afro-Latinos parce que je parle espagnol et j'ai ce background de grandir en République dominicaine. Donc tous les codes culturels, culinaires, je les connais. Ensuite, je peux me mettre aussi dans la case européenne parce que je parle français. Donc il y a tellement de cases dans lesquelles je peux me mettre en fait qui m'ont permis de nouveau de naviguer un peu dans ce complexe qui n'est pas évident. C'est pas évident. Alors, dans les années qui viennent, à moyen et long terme, vous vous Mhm. voyez évoluer où? Bonne question. Comme je disais, je suis maman maintenant et c'est vrai que les États-Unis, surtout New York, ça va assez vite. Bon, ça c'était avant le Covid. Il y a beaucoup de questions sur l'éducation, sur les valeurs. Je me questionne beaucoup sur ça. Donc, je pense que New York, c'est une étape. Je ne me vois pas encore ici pour une dizaine d'années, surtout avec le contexte actuel. J'ai l'impression qu'il y a en fait, c'est intéressant parce que je me pose la question de est-ce que les gens, où est-ce que les gens ont besoin de moi? Et concrètement, j'avais l'impression que les gens avaient besoin de moi ici. Euh, Plus que c'était comme pour créer une sorte de bridge, créer un pont en fait entre ces cultures et utiliser pardon, la danse, la musique et ma propre expérience pour rassembler les gens et dire, vous voyez, finalement, on n'est pas si différent que ça. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que c'est que pour une jeune martiniquaise congolaise née en Belgique, pays qui a colonisé le pays de son père. Département d'outre-mer, on nous dit aujourd'hui nous sommes français. Mais quels sont nos droits? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je me pose ces questions-là, je me dis, toi qui es mon frère, nous avons la même couleur, mais pas la même histoire. Est-ce qu'on se comprend et comment on peut se comprendre? Donc j'avais l'impression que être aux États-Unis, c'était là où je devais être. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je vise beaucoup l'Afrique. Alors, pas spécialement le Congo parce que mon père est congolais, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire là-bas, quoi. Je me vois plus là-bas. Je sais pas, le Kenya, la Tanzanie, des pays plus anglophones, puisque maintenant j'ai aussi cette connexion ici et cette carte de visite américaine. Euh, yeah, je me vois peut-être plus en Afrique, ouais. Mm. Ouais. Quand on a baigné dans autant de cultures, comment éduque-t-on son enfant? Hmm. J'ai le côté moderne parce que je suis une maman cool. Voilà, ma fille me voit danser. Ma fille, elle dit, oui, maman, tu es la meilleure danseuse du monde, mais c'est pas la différence entre chorégraphe, directrice artistique. Elle voit que je fais un boulot assez particulier parce que, bon, parfois, elle peut me voir à la télé ou quand je travaille sur mon ordinateur. Elle dit, ah, mais ça, c'est toi, maman, et tout. Donc, j'essaye de garder j'essaye qu'elle ait les pieds sur terre et quand je suis avec elle, je suis sa maman. Je ne suis pas une artiste, je ne suis pas une star, je ne suis rien. Je veux qu'elle ait vraiment les pieds sur terre. Donc, beaucoup de communication avec ma fille. Je lui parle énormément. L'école aussi, c'est très important. L'éducation, la communication. Et ouais, c'est ça. Je suis une maman cool parce que j'ai cette casquette d'artiste, mais je suis quand même assez stricte. Ah, Je suis quand même assez stricte, ouais, ouais, ouais. Mhm. d'accord. Et ouais, donc une maman cool, artiste, mais quand même avec des valeurs et on garde les pieds sur terre, l'éducation et la communication, ouais. Le monde du spectacle a beaucoup souffert en France pendant cette période de Covid, parce que les salles étaient fermées, parce que on pouvait pas faire on pouvait pas performer, tout simplement, on pouvait pas aller sur scène. Mhm, Et mhm, pour vous, aux États-Unis, on sait que la pandémie a été une catastrophe, en tout cas l'est encore. Les choses sont, avec l'arrivée des vaccins, les choses commencent un peu à s'arranger, mais que les États-Unis, en tout cas, sont un des pays les plus touchés au monde par la pandémie. Comment vous, vous avez vécu cette période?
assez dur, hein. Franchement, au début, ça arrivait tellement comme une claque qu'on s'en est pas vraiment rendu compte. Il faut savoir que, bon, de nouveau, moi j'ai grandi en Europe, donc on s'imagine les États-Unis, on voit Hollywood à la télé, ils sont toujours en train de sauver le monde, quoi, hein. Les États-Unis, ils ont toujours un plan d'attaque et tu grandis en fait avec cette idée, quoi, cette culture de dire que les Américains, ils viennent toujours sauver quelqu'un dans le monde et puis tu vis ici et puis waouh, tu te rends compte que, ah ouais. Tu vois comment les médias sont manipulés et tout, tu vois beaucoup de choses et ça te fait ouvrir les yeux. Donc finalement, tu te rends compte que bah, c'est peut-être pas, ils viennent pas toujours peut-être sauver le monde. Deuxièmement, c'était un peu compliqué comment ils ont réagi en retard et tout par rapport à tout ça. Beaucoup de gens ont été affectés, beaucoup de gens sont décédés. Et de Ouais. nouveau, hein, on parlait de cette expérience noire. 70% des gens qui sont décédés sont noirs, étaient noirs, personnes de couleur. Donc de nouveau, ça rappelle à des choses assez traumatisantes. Deuxièmement, j'ai perdu 70% de mes activités. Ouais. Alors moi, je suis ici avec un visa d'artiste, soi-disant aux habilités exceptionnelles. C'est le visa que j'ai ici. Ce visa ne me permet pas d'avoir accès à certaines ressources qui pourraient donc m'aider, entre guillemets, à survivre. Mhm. Donc là, c'est de la survie. Et là, je fais appel à mon côté observateur, la débrouillardise, la petite fille de quartier qui savait un peu comment s'en sortir. Donc, j'ai commencé à donner des cours en ligne très rapidement. Donc, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté en faisant ça. Puis, je suis devenue tellement, on va dire, à l'aise avec que beaucoup de gens ont commencé à m'appeler. J'ai moi-même, je me suis mise à la production d'événements en ligne. Donc, j'ai créé différents festivals, cours de danse, collaboration. Là, j'organise un concours de danse en ligne avec des danseurs d'un peu partout dans le monde. Finalement, cette situation, hein, a permis de pousser ma créativité Mhm. à... Vous adaptez? Mhm. C'est ça, maintenant, s'adapter. Maintenant, pour en revenir à comment ça a été touché au niveau de l'industrie, bon, Broadway, moi je suis sur New York, je ne suis pas sur Los Angeles où c'est plus Hollywood. Donc moi, je suis plutôt sur le spectacle, la comédie musicale, tout ça. Moi, c'est ce que j'aime. Et du coup, ça a été touché. Ça veut dire que toutes ces personnes, New York, c'est comme ça bouge dans tous les sens. C'est une fourmilière, ça bouge dans tous les sens. Tout le monde vient avec un rêve. Toutes ces personnes, et c'est ça qui fait New York, hein. C'est comme Tout le monde veut Paris. devenir quelqu'un. Ouais. Exactement. Tout le monde veut devenir. Paris, ça a quand même un côté un peu plus ancré. New York, c'est très superficiel. C'est moins superficiel. À Paname, tu vas prendre le métro, tu vas vite te sentir, tu vas vite te calmer. Tu vas avoir Robert là qui va vite te calmer. Vas-y. Et New York, c'est différent. On est plus dans ce truc où tout le monde veut devenir quelqu'un, où tout le monde est quelqu'un, on s'observe un peu tous pour voir qui va devenir qui, quoi. C'est très fatigant, ça peut être très fatigant. Mais tout ça pour dire que tous ces gens sont partis. Mhm. Tous ces gens sont partis. Tous les rêves se sont en allés avec eux. New York, c'est vide. Tous les théâtres ont fermé. Ça brasse des millions de dollars par semaine. Tout ça n'existe plus et on ne sait pas pour combien de temps on va rester dans cette situation. Donc moi, qui suis arrivée aussi avec mon propre rêve, mes propres rêves, aujourd'hui mes rêves sont allés avec toutes ces personnes aussi. Les classes sont vides, les studios de danse sont fermés, les lumières sont éteintes. Qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Voilà, c'est ça New York. C'est des métros vides, c'est des rues vides, c'est Wall Street vide. Ça fait un peu comme une ville fantôme. Et Mhm. Mhm. ouais, compliqué, Oui, compliqué. alors est-ce que les Antilles font partie de votre plan? Si oui, comment? Et comment réagissez-vous face à certaines situations auxquelles on a assisté dernièrement, notamment les déboulonnements de statues, notamment de Schellcher. On a l'impression que cette jeunesse se cherche, cette jeunesse se bat et malheureusement, il lui manque de repères, il lui manque des personnes Mhm, ressources, mhm, des références auxquelles elle pourrait au fait s'afficher, elle pourrait ressembler, elle pourrait quelque part vouloir ressembler. mhm. C'est une bonne question. J'ai l'impression, c'est quelque chose que je ressens dans l'air. Et puis, nous avons ces outils de communication qu'on n'avait pas à l'époque. Que ce soit, bah voilà, on a cette interview aujourd'hui via Skype, il y a plein de choses, d'outils de communication. Cette jeunesse aujourd'hui, ils ont accès à des choses auxquelles nous, et encore moi, je ne me considère pas comme, je suis pas une mamie ici, mais je veux dire déjà cette génération je sais pas, 18-25 ans là,
ils ont le feu, quoi. Ils ont ce feu. Euh, Nous, c'était plus dans l'identité. On veut s'affirmer, on veut s'imposer, on veut. Eux, ils revendiquent, ils prennent. Ils disent ça suffit. Nous, on est là, on prend. Nous, on était là, on veut d'abord s'imposer. Nous, on va changer. Nous, on veut vivre nos rêves. C'était un peu cette génération-là, plus de 35 ans. C'était vivre les rêves et vivre sa passion et avoir une stabilité, etc., etc. Et nos parents, c'était on travaille, on s'intègre. Nous, nous sommes déjà intégrés. Eux, maintenant, ils disent nous, on prend aussi. Et moi, je trouve ça hyper inspirant de voir ça. Moi, j'ai pas grandi avec des modèles noirs de réussite à la télévision autour de moi. Aujourd'hui, il y en a, peut-être pas assez, on est bien d'accord, mais il y a ces modèles, que ce soit dans le sport, que ce soit à la télévision, au cinéma. Moi, j'ai pas grandi avec ça. Donc aujourd'hui, quelque part, tu te dis que c'est possible et tu dis aussi, ça suffit. Ça suffit, c'est pas normal qu'il y ait des différences au niveau des capitaux, qu'il y ait des différences de traitement, par exemple, entre l'outre-mer et, par exemple, la métropole, comme ils disent. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que, où sommes-nous? Et parlons un peu discutons un peu, ayons ces conversations un peu où les gens se sentent mal à l'aise. Moi, je me sens plus antillaise vraiment que française. Je me sens plus africaine que belge. Et je veux ouvrir ces conversations-là. Toi, homme blanc colonisateur, comment te sens-tu quand je m'exprime en tant que femme antillaise et africaine? Comment toi, tu te sens? Comment toi, quand tu vas en Afrique et tu possèdes X, 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 Y, Z, comment toi, tu te sens? Est-ce que tu te sens comme un visiteur ou tu te sens chez toi plus que moi chez moi? Et c'est ce genre de conversation-là que les jeunes ont aujourd'hui. Et moi, j'adore. Moi, ça me passionne. Allez-y, je vous suis, je vous soutiens. Et si je peux être un exemple de motivation pour eux, mais je le ferai, même si demain je dois mourir pauvre et que je peux inspirer mes frères et mes sœurs plus jeunes que moi pour qu'ils puissent réaliser 10 000 fois mieux que moi et que nos aînés. Moi, je me souviens quand je faisais la comédie musicale à Fort-de-France, et je vais terminer sur ce point-là, Aimé Césaire décédait. Je pourrais jamais oublier ça. Jamais. C'était tellement fort. J'ai eu l'impression que j'étais pas là par hasard. J'étais pas là par hasard. Et ma maman m'a tout raconté. J'ai lu des livres par moi-même ensuite sur la négritude et tout ça. Je ne suis pas passée à Fort-de-France. Je n'étais pas là ce jour-là pour rien. Et voilà, ce genre de modèle, ce genre de personnage qui porte la culture antillaise, caribéenne, haute. Il suffit d'ouvrir des livres, il suffit de s'informer. Moi, je pense qu'on peut changer le monde, sincèrement. C'est triste ce que nous vivons actuellement, mais sincèrement, je pense qu'on peut changer le monde. Et je sens sincèrement que la jeunesse là qui est en train d'arriver, ceux qui sont en dessous de moi, sont pas là pour blaguer. Et ça, j'aime. Écoutez, Angélique Kaba, c'était très enrichissant et très intéressant cet échange que nous avons eu. En tout cas, j'espère que nous Merci. en aurons d'autres sur Radio Mayuri Campus. Et qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter que la période Covid se termine vite et que vous puissiez passer à autre chose, que vous recommenciez à vivre. Et Ah, le vaccin, vous comptez vous faire vacciner? Très rapide, bien. absolument pas. Ouais. Absolument pas. Non, non. Moi, non. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues auxquelles je ne crois pas. C'est difficile pour moi d'avoir confiance en ce gouvernement. Il suffit d'allumer la télé, de lire un peu, s'informer pour voir un peu la problématique. Ensuite, il y a un avant Covid et un après Covid. Que ça se termine, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Comment allons-nous vivre avant et après Covid? C'est Mm. sûr. Mais le Covid aujourd'hui fera partie, comme il y a eu la première, la deuxième guerre mondiale, aujourd'hui, il faudra parler du Covid comme ça. Et comment on va s'organiser après le Covid, je pense que c'est la conversation qu'il faut avoir. Et moi, je me souhaite et je nous souhaite à tous de pouvoir nous organiser, fonctionner ensemble après le Covid. Voilà. Merci beaucoup, Angélique C'est Kaba, et moi. puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.